Madame May appuie Madame Kwan propose que le projet de loi C12 soit modifié par suppression de l'article 74. Motion numéro 51. Kwan propose que le projet de loi C12 soit modifié par suppression de l'article 75. Débat. L'honorable, the honorable member for Kamloops Thompson Nicola. L'honorable député de Kamloops Thompson Nicola. C'est toujours un honneur de prendre parole au nom des habitants de ma circonscription et aujourd'hui ne fait pas exception à cela. Le projet de loi C12, précédemment C2. Madame la Présidente, bienvenue, a eu tout un parcours, disons-le franchement. L'élection a eu lieu en avril. Nous avons repris nos travaux en mai et C2 a été le premier projet de loi d'importance déposé par le gouvernement. Je n'avais pas eu à étudier beaucoup de projets de loi omnibus. Je me souviens lorsque les libéraux étaient entrés au pouvoir et qu'ils avaient parlé de l'effet des projets de loi omnibus sur la démocratie. Ils parlaient de motions d'attribution de temps, de projets de loi omnibus et avaient juré de ne jamais avoir recours à de telles tactiques. Et aujourd'hui, nous voyons que les libéraux ont beaucoup trop inclus de choses dans ce projet de loi. Par exemple, l'accès légitime dans un projet de loi qui traite du registre des délinquants sexuels, de la garde côtière qui serait sous l'égide du ministre de la Défense nationale, des transactions en espèces. Et qui contient plutôt des réformes d'immigration d'importance, eh bien, on se retrouve avec un projet de loi qui est un ramassis de toutes sortes de politiques. Et le projet de loi était très difficile à étudier à l'époque, lorsqu'il était sous la forme de C2. Maintenant, il s'agit de C12 et les libéraux peuvent prétendre qu'ils ont amélioré le projet de loi, mais la vérité, c'est que les libéraux ont dû prendre différentes sections de C2 et les cacher dans d'autres projets de loi. J'étais à une réunion de comité il n'y a pas trop longtemps et un expert juridique, donc en droit constitutionnel, s'est fait poser une question au sujet de l'accès légal. Les avocats débattent de ce concept. Si quelqu'un en cette chambre disait ne pas comprendre ce concept, eh bien, je ne leur en tiendrai pas rigueur. Cette femme, donc cette témoin, avait dit que l'accès légal, ce concept, méritait son propre projet de loi. On nous a imposé ce projet de loi et à ce jour, les libéraux tentent de nous intimider pour que nous adoptions ce projet de loi. Ils s'attendent à ce que nous produisions un projet de loi phare, mais on n'a même pas demandé à ce que le commissaire à la vie privée donne son avis sur ce projet de loi. Donc, l'accès légal, cela traite de ce que le gouvernement peut faire sans mandat. Donc, il peut s'agir d'autorisation judiciaire ou de mandat. Si la loi n'indique pas que vous avez le droit de faire une fouille ou une saisie, eh bien, vous devez obtenir une autorisation juridique, par exemple, un mandat. Et les libéraux s'étaient moqués du gouvernement un peu lorsqu'il avait introduit ce concept d'accès légal. Et que font-ils aujourd'hui? Ils incluent l'accès légal, un concept important dans ce projet de loi C2, et s'attendent ensuite
à ce que nous acceptions cette violation de l'article 8 de la Charte qui indique que les Canadiens ont le droit d'être protégés de toute fouille et saisie déraisonnable. Les libéraux aiment beaucoup invoquer la Charte lorsque cela sert leurs intérêts. Toutefois, lorsqu'elle ne sert pas leurs intérêts, ils aiment prétendre que cela n'a pas d'importance et que le projet de loi est en conformité avec la Charte, comme si on devait les croire sur parole. On sait où cela nous mène lorsque nous les croyons sur parole. Le ministre de la Justice a parlé du projet de loi C-16 hier. En comité, j'ai parlé de peine minimale obligatoire à de maintes reprises et on s'était moqué de moi par des gens comme le ministre Lametti, le ministre Vérani. Nous avons une bonne relation, lui et moi. Mais il défendait le fait que les libéraux avaient éliminé les peines minimales obligatoires en prétendant qu'ils ne voulaient pas lier les mains des juges. Mais l'autre jour, lorsque ma collègue de Lethbridge prononçait un discours enflammé, je n'en croyais pas mes oreilles de ce que j'ai entendu de la part du secrétaire parlementaire du ministre de la Justice. Il s'agissait de rendre consécutives les peines imposées aux délinquants sexuels. Qui pourrait s'opposer à une telle chose? Eh bien, les libéraux, paraît-il. La secrétaire parlementaire avait parlé du fait que ce serait contraire à la Constitution. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il y avait une autre disposition analogue pour les infractions sexuelles visant des enfants, mais les libéraux ont l'habitude de faire un tri sélectif des articles de la Charte qui s'appliquent. Et on nous a dit que les libéraux ne voulaient pas lier les mains des juges, mais nous le faisons tout le temps. Nous le faisons lorsque nous incluons des dispositions dans les projets de loi qui exigent qu'un mandat soit obtenu avant de procéder à une fouille, par exemple. On dit souvent aux juges ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Le fait d'être reconnu coupable d'un meurtre s'accompagne d'une peine d'emprisonnement à vie. Donc, qu'en est-il aussi des assignations à domicile pour les délinquants sexuels? Pendant des années, les libéraux nous ont dit que c'était acceptable. Et j'en ai parlé à de nombreux ministres en comité. On m'a répondu que les libéraux refusaient de lier les mains des juges. Et pourtant, hier, le ministre de la Justice dépose C-16 et les libéraux disent maintenant qu'on devrait leur donner une bonne tape dans le dos car ils ont écouté les conservateurs, finalement. D'un côté, ils ne veulent pas contraindre les juges. D'un autre, ils s'attendent à ce qu'on les félicite pour l'avoir fait. C'est incroyable, Madame la Présidente. Le C2 était un échec lamentable et maintenant, on a C12. Quand C12 a été soumis au comité de la sécurité publique, peu d'amendements ont été proposés parce que les choses controversées comme Poste Canada qui pourrait ouvrir le courrier, les fonctionnaires ont bien confirmé que ça permettrait d'ouvrir du courrier sans mandat. Mais bon, ce n'était pas suffisant pour le député de Winnipeg-Nord. Il voulait dire, Frank, il faut un mandat, même si ce n'est pas nécessaire. Bon, quoi qu'il en soit, Madame la Présidente, beaucoup d'amendements ont été proposés, beaucoup de travail a été effectué. Je salue la députée de Calgary-Nose Hill pour son travail extraordinaire en matière d'immigration. Je pense que j'étais au comité quand 48 amendements ont été proposés, quelque chose comme ça. J'étais surpris de voir que dans certains cas, le Bloc s'est rallié aux conservateurs. On a proposé des choses sensées. Par exemple, si quelqu'un ment dans sa demande d'immigration, si quelqu'un commet une fraude dans sa demande, eh bien, on ne devrait pas offrir à ceux qui font de la fraude le même traitement qu'à ceux qui n'en font pas. Et là, je parle d'immigration.
c'est touchant pour moi, l'immigration, parce que, bon, quand j'ai été élue, ma mère, ce qu'elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit que mon grand-père, quand il a immigré au Canada, il n'avait même pas assez d'argent pour s'acheter de la nourriture pour son repas. Personne ne s'oppose à l'immigration ici en Chambre. Le député de Winnipeg semble avoir un avis contraire avec le geste qu'il fait. Ils ont du front. De notre côté, bon, je vais demander au député de rester silencieux parce que j'essaie de présenter des arguments. On peut blaguer des fois, mais quand le député dit que, bon, on est coup-ci-coup-ça en matière d'immigration, alors que dans nos membres les plus en vue, on a des gens issus de l'immigration, on a des gens qui se battent pour la famille de Billy McCurts. Et lui nous dit qu'on est coup-ci-coup-ça en matière d'immigration. Enfin, ma famille était pauvre. Et moi, je suis fière de l'héritage de tous les députés de la Chambre, qu'ils soient ici ou qu'ils aient immigré ici pour trouver une meilleure vie. L'honorable secrétaire parlementaire pour les questions et commentaires. Je ne crois pas tout ce que les députés conservateurs disent et je ne crois pas que ce qu'ils mettent dans les médias sociaux est vraiment tout en faveur de l'immigration. Le projet de loi qui nous est soumis vise à rendre nos collectivités plus sûres. Le gouvernement a présenté certains projets de loi en ce sens et, bon, le gouvernement est frustré parce que les conservateurs font de l'obstruction à propos de projets de loi qu'ils souhaitent voir adoptés juste pour gaspiller du temps. Le député pense-t-il qu'il a une obligation par rapport à certains projets de loi alors que certains ne seront pas adoptés à cause de leur obstruction? L'honorable député. Madame la Présidente, les libéraux faisaient de l'obstruction au comité du transport. Alors, quand les libéraux font de l'obstruction, ça va. Mais, bon, quand les libéraux ne trouvent pas les moyens de faire adopter leur projet de loi, ils nous disent qu'il n'y a pas de problème. Ils ont fait traîner un projet de loi sur la réforme du cautionnement pendant des années. Et aujourd'hui, ils nous disent qu'il faut agir alors qu'ils ont mis tant de temps à trouver des solutions. C'est leur faute, c'est leur problème. Ils ont perdu du temps maintenant. Ils doivent trouver des solutions. Moi, j'aurais bien aimé entendre le député de Vancouver. Mais bon, peut-être qu'on aura plus de temps. Parce que je ne crois pas qu'il se moquerait de nous en matière d'immigration. L'honorable député Jonquière. Madame la Présidente, comme mon collègue le souligne, il y a eu un beau travail de collaboration en comité sur C12 pour certains amendements que le gouvernement aura décidé de laisser de côté. C'est malheureux. Mais ce qui est intéressant dans ce projet de loi-là, c'est que le gouvernement reconnaît de façon explicite maintenant qu'il y avait un problème avec les demandeurs d'asile. Longtemps, il y a un tort réputationnel qui a été fait au Bloc québécois, qui a été fait à l'ensemble des Québécois qui se posent des questions sur l'immigration, qui veulent avoir un système d'immigration qui est plus costaud, qui permet une intégration, bien entendu, mais qui vient colmater des brèches. Et c'est un peu une reconnaissance de la part du gouvernement libéral de l'incurie qu'ils ont eue par le passé en lien avec les demandeurs d'asile. Donc, j'aimerais peut-être entendre mon collègue là-dessus. L'honorable député de Kamloops Thompson Nicolas. Je dis à vous, Madame la Présidente, merci pour votre question. Sorry, I say through you, Madam Speaker. Madame la Présidente, par votre entremise, je remercie mon collègue du Bloc pour sa question.
Quand il est question de réfugiés, de demandeurs d'asile, personne dans cette Chambre ne dit que ces gens qui fuient la persécution posent problème. Parmi les Canadiens les plus honorables que je connais, il y a des réfugiés. Je pense à une personne qui est partie de l'Afghanistan avec un sac à dos, c'est tout. Il est venu ici pour trouver une meilleure vie, il a fui la persécution. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors, je veux être claire sur la position des conservateurs. Les réfugiés qui viennent ici en vertu du droit international, oui, il faut les accueillir. Je pourrais en parler pendant des heures. Je pourrais sans doute tenir une longue conversation avec le collègue là-dessus. Ma collègue de Calgary Nose Hill, elle, parlera de certains problèmes que l'on entrevoit, mais les gens qui arrivent ici de manière légitime comme réfugiés, comme demandeurs d'asile, selon moi et selon le Parti conservateur, ces gens ne posent aucun problème en ce qui concerne ces demandes d'immigration légitimes. À l'ordre, conformément à l'article 38 du règlement, je dois faire connaître à la Chambre les questions qu'elle abordera à l'heure de l'ajournement ce soir. L'honorable député de Peace River Westlock, les ressources naturelles. L'honorable député de Calgary-Crowfoot, les finances. Resuming debate. Reprise du débat, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais pouvoir dire qu'il me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui. Le 10 décembre, c'est aussi la journée des droits de la personne et je prends la parole à l'étape du rapport dans le cadre du projet de loi C-12 qui pourrait être en contravention des droits internationaux de la personne. Alors, pourquoi ce sera le cas? Eh bien, je veux présenter des amendements. La députée de Vancouver-Est, je la remercie puisqu'elle a accepté d'appuyer mon amendement. Elle a travaillé fort pour présenter des amendements à l'étape de l'étude article par article au comité. Bon, il y a des amendements avec lesquels j'étais d'accord, d'autres pas, et on a étudié le projet de loi jusqu'à minuit, au moment où on a arrêté les travaux et nous n'avons pas pu présenter davantage d'amendements. Je remercie mon collègue de Kamloops, Thompson-Nicolas. Nous sommes peut-être dans des accords sur certains points, notamment en ce qui concerne la protection des réfugiés, mais il a fait un préambule très élégant à propos des projets de loi omnibus qui contiennent toutes sortes de mesures et je suis d'accord avec lui quand il dit que ce n'est pas approprié d'agir ainsi. Les libéraux parlaient des projets de loi omnibus comme des projets de loi horribles, mais c'est ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Je n'ai pas pu voter contre certaines mesures parce que, bon, dans le cas d'un projet de loi, en particulier, un projet de loi, le C-15 en l'occurrence, a été adopté avec alors, je n'ai pas pu faire entendre ma voix à moi parce que les partis principaux en Chambre ont voulu adopter le projet de loi sans vote par appel nominal. Quoi qu'il en soit, revenons à C-12 et à mon amendement. En juin 2025, le C2 a été l'un des premiers projets de loi présentés par le gouvernement libéral minoritaire, nouvellement élu. Le C2 a attiré l'attention très rapidement. De nombreux organismes de la société civile se sont prononcés. Des ONG de plus de 300 ONG qui sont absolument contre le projet de loi C2 à cause de la violation des droits humains, à cause l'interférence et violation de nos droits de privacy, les choses confidentielles, comme le député de Kamloops a déjà dit, pour le droit
ouvert les lettres privées par par Canada Post avec les nouveaux droits de ouvrir les lettres privées. Those elements of Bill C2. Alors, ces composantes de C2 a mené certains organismes dont je vais citer quelques exemples. L'Association des libertés civiles canadiennes, les Églises unies du Canada, l'Association des droits des musulmans, l'Association des refuges pour femmes du Canada, l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Amnesty International et tout un éventail d'organismes ont dit que le C2 ne devrait pas être adopté puisqu'il est accablant. Le directeur de Open Media a dit que C2 vise une chose, faire plaisir à Donald Trump. Beaucoup d'entre nous, députés, avons reçu des correspondances de nos commettants nous disant de stopper le C2. J'ai cru que c'était une victoire quand on a vu que les libéraux allaient laisser tomber C2 pour le remplacer par autre chose. Mais que s'est-il passé en octobre 2025? Je dois dire, Madame la Présidente, que j'ai l'honneur de servir ici en cette Chambre depuis 2011, mais je n'ai jamais vu des tours de passe-passe comme c'est le cas maintenant. Parce que là, on a le C12 présenté en octobre 2025 qui comprend des composantes tout aussi odieuses concernant les droits de la personne et des droits en matière d'immigration. Bon, il y a certaines choses qui ont été retirées, comme l'ouverture du courrier ou l'accès aux données des fournisseurs Internet. Mais le C2 est quand même au feuilleton encore à ce jour et on nous a informé que une fois C12 adopté, le gouvernement veut remettre le C2 à l'étude, qui sera probablement adopté rapidement parce que c'est comme ça que les choses se passent. Alors, C12 sera adopté, on reviendra à l'étude de C2, mais sans les composantes qui étaient critiquées. Alors, le gouvernement peut maintenant dire qu'il a remplacé le C2 avec le C12, mais certaines composantes du projet de loi sont quand même troublantes pour certains groupes. Et il est encore question ici de faire plaisir à Donald Trump. Le C2 avait un titre accrocheur avec des frontières fortes ou quelque chose du genre. Le C12 a un titre moins accrocheur, mais il s'agit quand même de projets de loi très semblables. Alors, qu'en est-il? J'espérais avoir l'occasion de prendre la parole aujourd'hui, le 10 décembre, à l'occasion de la Journée des droits de la personne, et je peux prendre la parole effectivement pour présenter des amendements, mais on n'observerait pas la Journée des droits de la personne. On l'aurait observé en adoptant un projet de loi qui est en contravention des droits internationaux de la personne. Alors, pourquoi est-ce offusquant? Tout ce qui est accès au courrier des Canadiens, aux données du fournisseur Internet, ça a été retiré. C'était dans le projet de loi C2 qui a été présenté en juin. J'y reviendrai. Mais entre-temps, le C12 retire certains droits aux personnes qui, autrement, auraient eu le droit de se présenter comme réfugiés au Canada et demander l'asile. C2 et C12 disent que si on est au Canada depuis un an, on ne peut plus demander
l'asile. On ne peut plus demander une audience pour faire étudier son dossier. Alors, si une personne se trouve au Canada depuis 1 an, qu'elle n'a pas demandé le statut de réfugié, elle ne pourra plus le faire. Mais si on est arrivé au Canada, par exemple, avec un visa étudiant, un visa de travail, et que pendant qu'on est ici, la situation dans son pays d'origine a changé et que si on retourne dans son pays d'origine, on pourrait être en danger. Tous ne pourront pas se prévaloir de leur droit de faire une demande de réfugié. Le projet de loi dit seulement que ces personnes pourront faire une demande de protection, demande d'asile et le système tranchera. Mais maintenant, les règles ont changé. Si certains sont au Canada depuis 1 an, ils n'avaient peut-être pas l'idée de faire une demande de réfugié puisque ce n'était pas nécessaire autrefois. Bon, je vais présenter des amendements. Je remercie la députée de Vancouver-Est qui m'accorde son temps, mais il faudrait quand même préférablement retirer complètement le C12 pour éviter de s'ingérer dans les droits de la personne et éviter juste de vouloir contenter Donald Trump. Nous n'avons pas un organisme comme ICE au Canada qui peut aller prendre les gens là où ils se trouvent, peu importe si c'est à l'école ou au travail, et les expulser. Nous n'en sommes pas là au Canada, mais on s'en rapproche. On s'en rapprocherait avec C12, surtout si on n'accepte pas les amendements proposés par la députée de Vancouver-Est et moi-même. Il faut protéger les droits de la personne. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Madame la Présidente. La députée a parlé de C2 en comparaison au C12. En ce qui concerne le C2, il y avait la question de l'accès légal et le Canada est le seul pays du groupe des 5 qui ne dispose pas de cette mesure législative pour l'accès légal. Je pense qu'on en a besoin. La chef du Parti vert nous dit-elle qu'on n'a pas besoin de ce genre de mesures législatives pour un accès légal? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Eh bien, j'aurais répondu différemment aux députés il y a quelques mois avant justement que Donald Trump aux États-Unis ait adopté de nouvelles mesures en matière de sécurité. Je ne sais pas si c'est sûr pour le Canada de demeurer dans le groupe des 5. Il est question de la doctrine de Monroe. C'est très troublant tout ça. Mais oui, un programme d'accès légal, ce serait censé. Il faut savoir quand il y a des motifs raisonnables de croire qu'on a besoin d'avoir accès à du courriel, mais il faut quand même tenir des consultations qui tiennent compte du droit canadien. Ce n'est pas de l'intention qu'il y a derrière le C2. L'honorable député de Vancouver. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais sincèrement remercier la députée de Saanich Gulf Islands pour ces motions d'amendement aujourd'hui. Nous faisons notre possible pour empêcher ce projet de loi. En fait, C12 devrait être complètement retiré. Cependant, je me demande quelle est l'opinion de ma collègue sur la réalité suivante. En comité, j'ai essayé de présenter un amendement pour forcer le gouvernement à changer la limite d'1 an. Donc, au lieu de rendre quelqu'un inadmissible à demander l'asile au Canada s'ils sont au Canada depuis au moins 1 an, donc qu'on puisse au moins éliminer cette disposition pour plutôt, donc au lieu de parler de la date de la première entrée au Canada, que l'on puisse parler de la dernière entrée au Canada.
1 an depuis la dernière entrée au Canada. Je me demande ce que ma collègue en pense, puisque les conservateurs et le Bloc ont voté contre. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Oui, la députée est dans la position non enviable de devoir présenter des amendements en moins de 24 heures et de ne pas pouvoir voter sur ces 10 amendements. Donc, je comprends ce que voulait faire la députée de Vancouver-Est. Donc, pourquoi ne pas dire que, parler de la dernière entrée au Canada de façon légale et de commencer le chronomètre à partir de ce moment-là pour en arriver à 1 an plutôt que de parler de la première entrée au Canada. Commentaire, l'honorable député Jonquière. Je trouve la dernière question fort intéressante parce que pendant ces 12, on a vu qu'en comité, il y a eu un déni de démocratie. Il y a eu des amendements qui ont été déposés, qui ont été votés dûment, qui ont reçu la majorité. Malheureusement, le gouvernement a utilisé une passe-passe pour ensuite les renverser ici, dans cette Chambre. J'aimerais entendre ma collègue là-dessus si elle trouve que c'est un respect des règles démocratiques et du travail qu'on doit faire de façon légitime en comité. Des fois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Des fois, il y a des propositions qui sont plus alignées avec nos intérêts politiques, mais à tout le moins que l'institution respecte le travail des comités. Il me semble que ce soit un minimum. J'aimerais entendre ma collègue là-dessus. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci à mon collègue du Bloc québécois. Malheureusement, nous avons un problème avec le système maintenant en Parlement minoritaire parce que les droits des députés ne sont pas égaux. Nous sommes comme députés dans les partis qui manquent les 12 membres et le Bloc québécois est dans la même position en 2011. Je me souviens très bien parce que c'est moi-même et les 4 députés du Bloc qui font le bon travail ensemble. Mais maintenant, le comité manque les voix des autres partis en politique nationale ici au Canada et je respecte le comité, mais quand même, nous avons les amendements importants qui n'ont pas la possibilité des autres députés sur la table de voter pour leur propre amendement. Et nous avons l'honorable député de Beauharnois-Salaberry, Soulanges Huntington. Merci. Sur un rappel au règlement, je crois. Oui, un appel au règlement, Madame la Présidente. Donc, si vous le demandez, vous constaterez qu'il y a consentement unanime à l'égard de la motion suivante, que la députée de Beauharnois-Salaberry, Soulanges Huntington, soit autorisée à utiliser le créneau de parole prévu pour le député de Winnipeg-Nord pour le présent débat, que le député de Winnipeg-Nord ne soit pas réputé avoir parlé, qu'il conserve son droit de parole et que celui-ci soit utilisé dans le premier des créneaux prévus pour le Bloc québécois. Que tous ceux qui s'opposent à l'honorable député proposent la motion veuillent bien dire non. D'accord? La Chambre a entendu l'énoncé de la motion. Que tous ceux qui s'opposent à la motion veuillent bien dire non. Adopté. Alors, reprise du débat, l'honorable député de Beauharnois-Salaberry, Soulanges Huntington. Merci, Madame la Présidente. C'est toujours un plaisir de prendre parole en Chambre, surtout sous votre présidence. Vous qui avez avec moi fondé le caucus transpartisan maritime, la preuve qu'on peut travailler ensemble, même si on a des allégeances politiques différentes. Alors, c'est un peu la carte, je vous dirais, de visite du Bloc québécois, c'est qu'on travaille en équipe. Et ces 12, bien sincèrement, c'était un gros projet de loi, un projet de loi volumineux, un projet de loi omnibus, qui n'a pas été facile à travailler parce que modifiait beaucoup de lois. Et donc, on avait peu de temps parce qu'il faut le dire, là, il y a eu une entente entre les libéraux et les conservateurs pour réduire le temps de témoignage de certains témoins. Donc, on s'est séparé le travail avec le comité en immigration et le comité de la sécurité publique pour étudier ces 12 et qui donc a été un travail assez important. Je veux remercier sincèrement le député de Winnipeg-Nord et la députée aussi de Nos-Îles qui ont été très généreux en ma faveur pour que je puisse devancer mon tour de parole. Donc, étudier un projet de loi, article par article, si volumineux, c'est un travail d'équipe, Madame la Présidente, je vous le dirais. Donc, je voudrais remercier sincèrement mon collègue
mon collègue député du Lac-Saint-Jean, qui a vraiment étudié toute la partie de la loi, les modifications sur la loi l'immigration et les réfugiés. Donc, un gros travail pour lui, pour toute l'équipe aussi du cabinet du leader, du WIP, de nos recherchistes, Maxime et Michael, de mon adjoint aussi, Racim, et surtout les témoins, vraiment, les témoins qui sont venus, qui ont comparu, tant au Comité de la sécurité publique et du Comité de l'immigration. Il ne faut pas oublier nos conseillers législatifs, nos analystes, Sabrina et Alexandra, et notre greffier, M. Wilson, ainsi, évidemment, Madame la Présidente, tout le personnel de l'interprétation. Donc, on a déposé au Bloc québécois des amendements sur ces 12, un amendement d'ailleurs qui a été adopté parce qu'on a une vision assez constructive et rigoureuse de notre travail. Quand on aborde un projet de loi, on le regarde à travers une lunette, puis on se dit si c'est bon pour le Québec, eh bien, on donne notre appui. Et on a travaillé bien, fort, on a écouté, donc on a appuyé des amendements du Parti conservateur, on a adopté des articles faits par le gouvernement. Je me souviens d'avoir voté aussi un amendement de la députée de Vancouver-Est. Donc, c'est ça la richesse du travail en comité quand on fait un article par article d'un gros projet de loi. Je vous dirais qu'on a fait adopter un amendement que je suis assez fière parce que c'est suite au témoignage du commissaire à la vie privée, Philippe Dufresne, que je salue et que je remercie par sa rigueur, par son travail, par sa vigilance aussi de lire tous les projets de loi puis de regarder, voir si on ne peut pas l'améliorer. Donc, on est venu au Bloc québécois modifier l'article 4 qui était, Madame la Présidente, une volonté d'ajouter des balises claires et précises pour assurer qu'un mandat soit décerné pour la fouille d'une maison d'habitation. Il y avait un flou, c'était pas tout à fait clair. En venant préciser ça, ben on se garantissait une façon de préserver la vie privée. Et souvent, on oppose la protection de la vie privée à la sécurité. Mais nous, au Bloc québécois, on pense que c'est possible, Madame la Présidente, d'avoir un équilibre entre garantir une sécurité, mais aussi la protection de la vie privée. Pour nous, c'est pas du tout quelque chose qui est incompatible. On a donc appuyé des amendements, Madame la Présidente, qui forcent le gouvernement à davantage de transparence, de reddition de compte. On a appuyé des amendements qui venaient clarifier le pouvoir exceptionnel qui était conféré au ministre d'annuler, de modifier ou de suspendre divers documents liés à l'immigration. Et on s'est opposé à des amendements qui étaient trop sévères ou qui brimaient les droits fondamentaux des demandeurs d'asile, soit qui allaient à l'encontre de l'esprit de la Convention sur les réfugiés. Même si on était tous les membres de comité de bonne volonté, je pourrais vous dire que j'étais quand même surprise par l'entente entre les libéraux et les conservateurs de faire siéger le comité jusqu'à minuit pour faire un rapide adoption article par article. Bien, sincèrement, là, je me permets, Madame la Présidente, de vous dire que je trouve ça probablement non productif, non respectueux du concept de la conciliation travail-famille. Et puis, qu'est-ce que des députés ont encore comme énergie, comme productivité, comme écoute, quand on les fait travailler jusqu'à minuit et demi. Alors, il y a eu cette entente qui m'a surprise, vraiment. Donc, on a fait une grosse journée jusqu'à minuit et quart qu'on a siégé. Et malheureusement, ça a fait qu'il y a des mémoires qu'on n'a pas pu étudier. Il y a des mémoires qu'on n'a même pas pu lire parce qu'on les a reçues après la finalisation de l'article par article. Il y a même des mémoires, il y en a 8 à peu près, là, qui n'ont même pas été traduits à temps par le Bureau de la traduction parce que les travaux du comité étaient si rapides que le Bureau de la traduction ne fournissait pas de nous traduire les documents. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris la peine d'écrire des mémoires, de nous les transmettre, puis on n'a pas eu leur accès avant l'adoption du projet de loi comme tel. J'ai été vraiment surprise par aussi de l'obstruction de
collègues autour de la table d'obstruction pour gagner du temps, pour être capable stratégiquement de pouvoir débattre de certains articles un peu plus tard. Donc, dépenser, je vous dirais de manière, pour moi, éhontée, du temps des fonctionnaires, du temps des interprètes pour faire de la stratégie parlementaire. Je suis pas la députée la plus partisane, Madame la députée, mais moi, ça vient me chercher qu'on fasse déplacer des fonctionnaires pour nous soutenir dans un article et puis qu'on constate que finalement, le temps n'est pas utilisé pour ça, mais plutôt pour faire perdre du temps aux fonctionnaires, aux interprètes, mais aussi aux députés qui veulent travailler. Donc, il y a eu des amendements ici à l'étape du rapport qui, évidemment, si on les adoptait, bien, mettraient, je vous dirais, dans le fond, il n'y aurait plus d'utilité pratiquement au projet de loi C-12. Donc, c'est sûr qu'on va s'opposer à certains amendements qui nous sont proposés ce soir. Alors, je pense qu'on a fait un travail, je vous dirais, rigoureux. D'après moi, on aurait pu prendre un peu plus de temps pour l'étudier. Je suis un peu chagrinée pour ceux qui, le jour même de l'adoption, me demandaient de les inviter à comparaître, à témoigner à mon comité. Évidemment, tout avait été adopté, donc plus possible de les recevoir. Et souvent, on dit que le ridicule ne tue pas, Madame la Présidente. Même écouté 1 heure avant de commencer l'étude par article un témoin qui est venu témoigner sur et faire ses recommandations sur ces 12. Puis évidemment, on n'a pas pu en tenir compte puisque les amendements avaient été déposés quelques jours avant et donc tout était scellé pour un débat et le début des travaux. Je voudrais quand même remercier tous mes collègues. J'ai beaucoup aimé travailler avec la députée de Nose-Hill. C'est une députée travaillante, rigoureuse, qui nous a expliqué ses amendements avec quand même passion, mais aussi avec fermeté. Elle nous a expliqué, elle nous a démontré toute sa connaissance qu'elle a accumulée au cours des années sur toute la question de l'immigration. On ne partage pas toujours tout le temps toutes nos idées, mais ce qu'on partage, c'est le respect des parlementaires à pouvoir s'exprimer calmement et d'en débattre. Et parfois, on accepte d'être ensemble et des fois, on accepte de ne pas faire équipe. Et ça se comprend et on s'en veut pas pour autant. Alors moi, c'est un respect que j'aimerais que d'autres parlementaires puissent offrir. L'idée étant qu'on est dans un lieu où c'est le lieu des débats ici et j'ai beaucoup aimé travailler avec elle, je voulais le souligner. Et avec mes collègues des autres partis aussi, qui, tout au long de ces 12, ont manifesté beaucoup d'intérêt à améliorer le projet de loi. Alors, Madame la Présidente, on va se laisser là-dessus en se disant qu'on va attendre avec impatience le vote à l'étape du rapport du projet de loi et pour ensuite passer à la 3e lecture. Et on a hâte, même si on a hâte que la session se termine, on a hâte au Comité de la sécurité publique de passer à un autre projet de loi parce qu'il y en a un autre important qui nous attend, qui est le projet de loi C8 sur la cybersécurité et donc qui, normalement, nous au retour des fêtes. Alors, en terminant, Madame la Présidente, encore une fois, je tiens à remercier tout le monde pour avoir mis tous les efforts nécessaires à améliorer le projet de loi qui a été déposé par le gouvernement. Bravo. Questions and comments. The Honourable Parliament Secretary. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Madame la Présidente. Bon, j'aimerais saisir l'occasion pour remercier la députée de ses paroles. Elle a parlé de la bonne volonté qui a permis à C12 de franchir l'étape du comité. Au cours des dernières années, je me suis posé des questions sur comment on pourrait moderniser la Chambre, comment on pourrait permettre aux différents projets de loi de suivre différents processus législatifs. Moi, j'ai toujours cru que dans un comité permanent, on pourrait apporter des changements pour permettre plus de temps d'étude à l'étape du rapport, pour qu'on puisse étudier davantage les projets de loi. Et bon, je pense qu'à un certain point, nous allons étudier les règlements de la Chambre des communes et je me demande si ma collègue a des recommandations particulières à faire pour mieux permettre plus de dialogue. Bon, il y aura toujours des jeux partisans, mais permettre un dialogue qui sera peut-être moins politisé afin de faire avancer les projets de loi. Le député de Beauharnois, Salaberry, Soulanges, Huntington.
Je remercie mon collègue pour la question parce que ça m'intéresse. Comme WIP, on a étudié beaucoup les règlements, la procédure. On est toujours à la recherche de moyens de pouvoir améliorer la participation au débat de manière constructive. Et je ne sais pas si cette fois-ci, on va réussir à déposer des suggestions au comité du PROC pour améliorer, mais moi, je crois beaucoup au travail d'équipe et je crois beaucoup au compromis, ce qui exclut souvent les jeux partisans. Et malheureusement, Madame la Présidente, ce qui domine actuellement les comités, on regarde ce qui se passe au comité justice, bien, ce n'est pas le bien collectif ou le bien fondé du projet de loi qu'on discute, mais c'est des façons de travailler qui, moi, m'horripilent parce que la joute partisane l'emporte sur le bien collectif. Et moi, je trouve ça désolant. Et je vais réfléchir à la question de mon collègue et peut-être lui faire plus tard quelques suggestions. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à remercier ma collègue pour son approche collaborative dans les efforts d'amendement de C12. Son collègue de Jonquière a soulevé la question, a posé une question sur le fait que le gouvernement avait rejeté des amendements qui avaient été dûment acceptés en comité, donc avec une procédure parlementaire. Donc, ma collègue peut-elle nous en dire davantage sur cela? Plusieurs des mesures qui avaient été adoptées en comité, qui se trouvaient dans le projet de loi qui a été renvoyé à la Chambre, devront sans doute être étudiés par le gouvernement de toute façon. N'aurait-il pas été mieux de simplement permettre à ces amendements d'être débattus à la Chambre plutôt que d'utiliser une procédure parlementaire pour les enlever? C'est une bonne question, Madame la Présidente. L'idée étant que les comités sont maîtres. Et quand on étudie un projet de loi et qu'on s'entend sur des amendements, même si ça ne fait pas l'affaire du gouvernement, c'est vrai. C'est très curieux, même, je vous dirais, inacceptable que par derrière, le président de la Chambre puisse déclarer ces amendements qui ont été dûment débattus et adoptés irrecevables. C'est ce qui veut dire qu'ils disparaissent complètement du projet de loi. Je trouve ça un peu spécial. Peut-être qu'à la question du député Winnipeg-Nord, on pourrait regarder du côté de la procédure pour que ça ne se reproduise pas, parce que l'idée étant qu'on l'a vécu aussi pour le projet de C3. C'est-à-dire que le comité fait un gros travail, puis tout d'un coup, ça ne fait pas l'affaire du gouvernement en place, fait équipe avec le NPD et détruit tout le travail démocratique d'un comité. Et Madame la Présidente, le Bloc québécois a été minoritaire en 2011 et en 2015. Et les règles étant que quand tu ne formes pas un parti, tu n'as pas ta chaise assise à un comité. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est fait au comité n'est pas à respecter. Et ça, je pense que ça sera changé pour être capable d'avoir des débats démocratiques vraiment, vraiment importants. Questions et commentaires. Très, très brève question de l'honorable député de Repentigny. Madame la Présidente, j'aimerais entendre ma collègue sur un problème majeur qui n'est pas réglé avec C12. En fait, le nombre d'agents pour l'Agence des services frontaliers du Canada, selon le syndicat, il manque 2 000 à 3 000 agents. Est-ce que ma collègue a une opinion là-dessus? Honorable député de Bois-Armand-Salaberry-Soulanges-Huntington, 20 secondes. Rapidement, Madame la Présidente, je peux vous dire que C12 a beaucoup d'intentions concernant la sécurité des frontières, mais je pense que le gouvernement n'a pas les moyens de ses ambitions et que 1 000 agents ne sera pas capable d'assumer l'ensemble des ambitions que le gouvernement porte par C12. Resuming debate, reprise du débat. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Merci, Madame la Présidente. Après une décennie de mauvaise gestion libérale, tenter de décrire le régime d'immigration du Canada comme un régime ayant cruellement besoin de réforme ne serait pas une exagération. Donc, de nombreux amendements ont été proposés afin d'améliorer le projet de loi et afin de réparer le régime d'immigration du Canada. Voici ce que nous avons proposé. Le Parti travailliste du Royaume-Uni a proposé de vastes réformes en raison de la crise de l'immigration qui sévit dans ce pays. Ceux qui croient que la situation ici est préférable se trompent profondément. En fait, entre le janvier 2022 et mois d'octobre de cette année, le Royaume-Uni
a accueilli 375 000 personnes au pays, ce qui représente 0,5 de leur population. Mais pendant la même période, au Canada, nous avons accueilli 500 000 personnes, soit 1,2 de notre population. Donc, il y a eu une augmentation de l'immigration illégale tout en accueillant un nombre record de travailleurs étrangers temporaires. C'est très problématique. Cela a exercé une pression sur notre système de la santé et sur d'autres programmes sociaux financés par les contribuables. Ces programmes sont en crise. Le logement est maintenant trop cher. Il y a une crise du coût de la vie et une grande dépendance sur les programmes sociaux. Cela a aussi causé du tort au tissu social canadien, tout comme cela a été le cas au Royaume-Uni. Les dépistages de sécurité sont aussi rendus plus difficiles. Un article récent dans les médias a dit qu'il y a au minimum des centaines de personnes au Canada avec des liens avec des organismes terroristes. Les Canadiens sont donc de moins en moins en faveur de l'immigration. Voilà ce qui explique pourquoi nous avons proposé des amendements et des réformes sous forme d'amendements au projet de loi C-12 lors de son étude article par article en comité. J'aimerais remercier Michael Ryson, Andrew Evans, entre autres, d'avoir travaillé jusqu'aux petites heures de la nuit la semaine dernière et au cours des 6 derniers mois pour composer de nombreux amendements qui représentent le plus grand nombre d'amendements proposés à une réforme de migration en des décennies. Étant donné la portée de ces 12, nos amendements avaient 2 objectifs. Premièrement, de réparer le système brisé d'asile du Canada. Auparavant, c'était ce qui nous permettait d'accueillir les gens persécutés et vulnérables du monde entier, mais au cours de la dernière décennie, c'est un moyen pour les migrants illégaux qui n'auraient pas pu obtenir autrement la résidence permanente au Canada d'entrer en sautant son tour. Les arriérés ont explosé de moins de 10 000 demandes en 2015 à près de 300 000 demandes aujourd'hui sous les libéraux en raison de leur politique trop accueillante. Nous nous souviendrons tous du gazouillis Bienvenue au Canada en 2015. Nous nous souvenons que le Canada avait éliminé les visas en provenance du Mexique sans moyen de découvrir ou d'évaluer quelle demande était frauduleuse. Les mesures libérales dans ces 12 ne nous permettent pas de régler ces problèmes. Les témoins en comité ont témoigné que les mesures n'étaient que de demi-mesures et qu'elles ne feraient qu'alourdir un système déjà trop engorgé. Et ce serait aux tribunaux de régler la question de ces arriérés du système d'immigration ou encore le prochain gouvernement. Donc, ceux dont la demande d'asile a été rejetée peuvent faire appel auprès d'un juge et pendant qu'ils attendent d'être devant les tribunaux, ces gens reçoivent quand même des prestations sociales. Ceci encourage les abus au sein du système et cela a besoin d'être réformé, ce qui n'est pas prévu dans ces 12. Il faut aussi qu'il y ait plus de transparence et les députés doivent pouvoir obtenir des données et pour pouvoir exiger que le gouvernement rende des comptes. Il faudrait éliminer ou plutôt empêcher les migrants dont la demande n'a pas été retenue à obtenir des prestations sociales. Et ceux qui ont transité par un pays du G7 avant d'arriver au Canada ne devraient pas pouvoir faire une demande d'asile ici. Il faut exiger que les institutions académiques partagent le coût des demandes d'asile frauduleuses faites par les étudiants qu'ils accueillent au Canada. Il faut rejeter les demandes faites après qu'un demandeur d'asile ait été reconnu coupable d'avoir menti à un agent. Il faut que le demandeur d'asile ait la responsabilité de prouver qu'il a fait sa demande en temps opportun et que cette responsabilité ne revienne plus au gouvernement. Il faut
empêcher aux demandeurs d'asile d'avoir recours à des avocats pour tenter de trucher le système. Il faudrait aussi introduire ou plutôt mieux tenir compte des besoins des provinces. Le deuxième objectif de nos amendements était de renforcer la sécurité à la frontière vis-à-vis des criminels non citoyens, de renforcer la sécurité à la frontière, mais il y a quand même des lacunes pour un non-citoyen. Il faut que le fait de rester au Canada soit un privilège et non un droit. Si un demandeur d'asile est reconnu coupable d'une infraction, il doit être déporté et ces déportations devraient être faites de manière accélérée, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Les rapports récents démontrent que les libéraux ont perdu la trace de 600 non-citoyens criminels et des milliers de déportations auraient dû été complétées il y a longtemps. Il faut modifier ces 12 et préciser la définition de criminalité sérieuse en vertu de la loi sur la protection des réfugiés. Et il faut moderniser les délais. Il est très décevant que les libéraux s'opposent à la plupart de nos amendements et je soupçonne qu'ils devront fort probablement les inclure dans le projet de loi tôt ou tard. Cela étant dit, j'aimerais remercier mes collègues au sein du Bloc québécois, tout particulièrement les députés du Lac-Saint-Jean et du Beauharnois, Salaberry, Solange, Huntington, d'avoir travaillé de bonne foi avec nous pour adopter près de la moitié de nos amendements. Lorsque le projet de loi a été rapporté à la Chambre, les libéraux ont initié des procédures afin d'éviscérer certaines des propositions qui avaient été adoptées. Toutefois, en dépit de leurs meilleurs efforts, je suis ravie de vous dire que bon nombre d'amendements demeurent et suite aux négociations, le gouvernement compte approuver ces amendements afin d'obtenir notre soutien pour ce projet de loi. Et ceci est possible car le projet de loi C12 comportait certains aspects de C2, mais d'autres devaient être amendés. Notamment, il y avait un amendement au sujet d'une demande d'asile en suspens qui serait jugée comme abandonnée si cette personne retournait dans son pays d'origine, ce qui est logique. Les conservateurs seront en faveur des amendements du gouvernement apportés en cette faveur. Il faudrait aussi y avoir de nouveaux procédés pour mettre fin à des demandes frauduleuses d'asile. Il faut que des amendements soient proposés à C12 pour réviser les pouvoirs de la partie 7 qui permettrait aux autorités d'annuler des documents d'asile. Et ceci a été soulevé en comité car il manquait de clarté sur la manière dont ces pouvoirs seraient employés et comment l'on pourrait demander une reddition de compte de la part du gouvernement grâce à un amendement conservateur. Maintenant, il faut faire rapport de l'utilisation de ces pouvoirs au Parlement. Les conservateurs ont aussi amendé le projet de loi pour empêcher les résidents temporaires de devenir des résidents permanents en masse. L'amendement que je propose aujourd'hui et sur lequel je m'exprime en ce moment ne peut pas être utilisé pour prolonger des visas de travail temporaire ou des visas étudiants. Et le gouvernement appuiera ces amendements. Dans un gouvernement minoritaire, le gouvernement doit travailler avec l'opposition pour concevoir des projets de loi. Je suis ravie de dire que nous les avons forcés à faire quelque chose qui ressemble à du bon travail. Merci. L'honorable député de Windsor-West, Lancaster-Dundas. Merci, Madame la Présidente. Suite au discours de la députée, je tente de comprendre ce que défend le Parti conservateur. Dans son discours, elle commence par véhiculer des théories du complot anti-immigration qu'elle utilise pour lever des fonds. Ensuite, elle accuse les libéraux d'avoir détruit le tissu social et les immigrants d'avoir détruit le tissu social canadien, ce qui est raciste.
Cette rhétorique fait énormément de tort à notre démocratie et aux Canadiens. Le mois dernier, il y a eu des manifestations anti-immigration à Hamilton qui ont été dénoncées par les leaders de la ville de Hamilton, comme cela se doit. Donc, la députée de l'Oklahoma représentait les Canadiens ou simplement la Maison-Blanche MAGA, l'honorable député de Calgary-Nose Hill. Je suis ravie de dire à mon collègue qu'il votera en faveur de bon nombre de mes amendements et je suis certaine qu'il appréciera de le faire et j'apprécierai de le voir le faire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. L'échange qu'on vient de voir est un peu symptomatique de ce qu'on vit fréquemment en cette Chambre. Disons qu'il y a des sensibilités épidermiques lorsqu'il est question d'immigration et malheureusement, comme le Bloc québécois a parlé à de nombreuses reprises de la question du chemin Roxham, de l'afflux de demandeurs d'asile qui créait une pression énorme sur le Québec sans que le gouvernement fédéral accepte de payer sa part. Eh bien, avec ces 12, ce qu'on se rend compte, c'est que le gouvernement fédéral s'est finalement rendu, pour au moins en partie, à nos arguments, mais le tort réputationnel a été fait. Il y a des gens qui, au sein de la population, ont repris le discours que dès qu'on parle d'immigration, dès qu'on a un discours critique sur l'immigration, eh bien, on est forcément des racistes. J'aimerais peut-être entendre ma collègue là-dessus. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. My colleague is exactly right. Mon collègue a tout à fait raison. Au cours des 10 dernières années, ce que nous avons pu observer de la part des libéraux, dont cette tirade incompréhensible de la part de ce député d'arrière-ban que je viens tout juste d'écouter, c'est qu'en accusant tout et n'importe quoi d'être raciste sans aborder les préoccupations des Canadiens, bien, cela a miné le pluralisme canadien. Ce qui m'emballe énormément au Canada, c'est que, au contraire du Royaume-Uni, où les gens continuent à rejeter le blâme sur les immigrants pour les problèmes causés par les gouvernements là-bas, qui ont accueilli trop de gens trop vite, les Canadiens disent non, en fait, il ne faut pas rejeter le blâme sur les immigrants, mais plutôt sur le gouvernement libéral. Donc, je suis ravie de voir les Canadiens rejeter le venin prononcé par ce député d'arrière-ban qui demeurera dans les banquettes arrière pendant longtemps, j'en suis certaine. Et j'encouragerais donc mon collègue de faire quelque chose qui s'apparente à du travail. Nous venons tout juste de travailler avec le Parti québécois pour amender un projet de loi pour l'améliorer. Voilà comment nous obtenons le respect ici en Chambre. Donc, j'aimerais remercier mon collègue du Bloc d'avoir soulevé cette question très pertinente et c'est comme cela que nous devrions débattre de la question de l'immigration ici au Canada. J'encourage aussi le gouvernement à procéder à des réformes de fond et d'abandonner la rhétorique très décevante que nous avons pu entendre des députés d'en face aujourd'hui. Questions et commentaires, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Il y a eu collaboration entre le Bloc et le Parti conservateur, je le comprends. Et je ne suis pas désolée que ces amendements aient été retirés, mais je suis profondément en désaccord avec les amendements de la députée de Calgary-Nose Hill de retirer les soins de santé pour des gens qui se trouvent au pays, qui ne sont pas assujettis à des ordonnances d'expulsion, qui attendent qu'on décide de leur sort et qui se font dire qu'ils peuvent seulement avoir accès aux soins de santé si leur vie est en jeu. Si je me souviens bien de la teneur de l'amendement, eh bien, je n'ai pas reconnu le Canada et je n'ai pas reconnu la façon dont nous traitons les gens ici qui ont besoin d'aide médicale. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Quelqu'un qui a fait une demande d'asile frauduleuse ne devrait pas obtenir des prestations fédérales. Quelqu'un qui n'a pas le droit d'être au pays ne devrait pas avoir un meilleur accès aux soins de santé qu'un aîné canadien qui a payé sa juste part toute sa vie. Il faut qu'il y ait ce changement de perspective pour que nous ramenions de l'ordre et du gros bon sens au pays. Et je crois que les Canadiens seraient d'accord avec moi. L'honorable secrétaire parlementaire au leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Madame la Présidente. C'est un plaisir de prendre parole aujourd'hui pour m'exprimer sur un projet de loi très important.
projet de loi que veulent les Canadiens et qu'ils réclament depuis longtemps. J'aimerais maintenant parler de ce sur quoi les députés libéraux ont été proactifs depuis la dernière élection. Notre premier ministre s'est engagé solennellement de sécuriser la frontière, de moderniser le régime de libération sous caution, de renforcer l'effectif de la SFC et de la GRC. Peu de temps après l'élection, le premier ministre s'est engagé à ajouter 1000 nouveaux agents de la GRC aux effectifs de cet organisme et aussi d'embaucher davantage d'agents de la SFC. Le gouvernement a aussi déposé différents projets de loi pour que nous en débattions, dans l'espoir que ceux-ci soient adoptés. Et donc, je suis ravie de voir qu'il y a eu coopération et collaboration pour renforcer la sécurité à notre frontière. C'est une réussite. Mais je sais que moi et mes collègues du Parti libéral auraient voulu faire adopter plus de projets de loi. Il y a quelques semaines, je me souviens d'avoir entendu le premier ministre dire que nous allions déposer un projet de loi sur la réforme de la libération sous caution, mais ce projet de loi n'a pas encore été adopté. Aujourd'hui, on nous accuse de ne pas vouloir adopter ce projet de loi, que le gouvernement voudrait œuvrer contre son propre projet de loi. Mais détrompez-vous, nous voulons renforcer la sécurité dans nos collectivités, que ce soit à la frontière ou encore dans les quartiers dans lesquels nous vivons. Notre gouvernement en fait une priorité. Et les libéraux travaillent d'arrache-pied pour instaurer cette réalité. Nous pouvons parler du projet de loi C2. Nous pouvons parler du projet de loi sur le discours haineux qui est présentement à l'étude en comité, ou encore du projet de loi dont nous débattons aujourd'hui, le projet de loi C12. Nous pouvons parler du projet de loi de réforme de libération sous caution. J'aurais vraiment aimé que nous puissions adopter ce projet de loi et ce n'est pas trop tard. Cela nécessiterait le consentement unanime de la Chambre, mais c'est encore possible. Je l'ai dit il y a des semaines et je sais que mes collègues du caucus libéral auraient voulu que de nouvelles lois relatives à la libération sous caution soient mises en œuvre avant Noël. Notre caucus a proposé des projets de loi qui reflètent les promesses pendant la campagne électorale et les priorités de notre plateforme. Nous voulons coopérer là où c'est possible avec les partis d'opposition et lorsqu'ils sont prêts à le faire. En situation minoritaire, nous dépendons de la collaboration des partis d'opposition. Et en fait, nous débattons du projet de loi C12 en raison de la volonté et du désir des partis d'opposition de revoir C2, dont certaines parties étaient inacceptables à leurs yeux. Et les partis d'opposition avaient été très clairs qu'ils n'adopteraient pas ce projet de loi sous sa première mouture. Et donc, le projet de loi C12 qui vise à renforcer notre frontière et à moderniser notre système d'immigration, eh bien, nous travaillons sur notre programme politique. C'est une chose positive. Et j'apprécie la coopération de mes collègues qui nous ont permis d'en arriver là où nous en sommes aujourd'hui.
ces deux avaient autre chose à offrir. J'ai posé une question à propos de l'accès légal. Tous les autres pays du groupe des 5 disposent de telles mesures, de mesures législatives sur l'accès légal. C'est pourquoi j'ai posé cette question à la chef du Parti vert. Je voulais savoir si elle appuyait ce principe de l'accès légal. Et si j'ai bien compris sa réponse, oui, elle appuie ce principe, mais elle demeure préoccupée. Il n'y a aucune raison que le Canada ne dispose pas d'une mesure législative sur l'accès légal comme ça a été proposé. Pourquoi est-ce important? Pensez au blanchiment d'argent. Pensez au financement terroriste. Ce sont des problèmes graves qui font peser une réelle menace sur les Canadiens. C'est pourquoi les pays du groupe des 5 disposent de ces mesures d'accès légal. Le collègue conservateur a soulevé la question du courrier et quand j'ai débattu de ces deux, j'ai débattu de manière convaincue que les agents de Poste Canada ne vont pas ouvrir du courrier. Mais bon, la réalité, c'est qu'on peut envoyer du fentanyl par la poste, des petites quantités de fentanyl. Si on retire Poste Canada de l'équation, mais qu'on se donne quand même un accès, je pense que ce serait bien. Bien sûr, avec des balises, mais on ne le fait pas non plus. Alors qu'il s'agisse de l'accès légal ou de la question de Poste Canada, je pense qu'on a perdu des mesures qui auraient pu être bénéfiques pour les Canadiens. Maintenant, dans ce projet de loi en particulier, on constate qu'il y a une volonté d'appuyer l'Agence des services frontaliers et on leur donnerait des moyens de renforcer leurs ressources, d'obtenir davantage d'équipements et on augmenterait aussi la sécurité le long des côtes, ce qui est très bien, Madame la Présidente. Parce que, bon, le vol de voitures, le trafic de drogue, le crime organisé, ces genres de problèmes pour lesquels les forces policières ont demandé l'aide et le gouvernement a réagi. Alors, Madame la Présidente, je suis content qu'on puisse faire adopter au moins quelque chose, mais je pense qu'on aurait pu en faire plus. Il nous reste que quelques jours avant l'ajournement. Et moi, j'aurais bien aimé pouvoir débattre d'autres projets de loi importants qui traitent de criminalité, Madame la Présidente. Je pense que on a raté cette occasion et ce n'est pas parce que le gouvernement ne voulait pas en débattre de ces projets de loi. Nous, au gouvernement, nous les avons proposés pour qu'ils soient adoptés, ces projets de loi. Mais, Madame la Présidente, je pense que ça ne sera pas le cas pour toutes sortes de raisons. Les changements aux demandes d'immigration, aux demandes d'asile, pour les rendre plus efficaces, ben ça, je pense, oui, qu'il faut les mettre en place, ces mesures. Je comprends les préoccupations du NPD et du Parti vert, mais je ne crois pas qu'on nuise à l'intégrité du système en disant qu'une personne qui est ici depuis plus d'1 an, par exemple à cause d'un visa étudiant, que cette personne ne puisse plus faire de demande d'asile après 1 an de vie ici. Bon, je pense que c'est légitime.
le gouvernement dit qu'il faut stabiliser le système d'immigration et ça en fait partie. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Defence. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Défense. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon collègue pour son discours. Il a parlé du travail important des comités et du fait que quand on arrive à travailler ensemble sur un problème, ça donne de bons résultats pour les Canadiens. Pourquoi est-il important que les comités fonctionnent comme il se doit? Bon, bien sûr, je comprends que parfois, la politique prend le dessus, qu'il y a de l'obstruction, mais le travail en comité peut quand même vraiment changer la donne pour les Canadiens. L'honorable secrétaire parlementaire. Eh bien, je me prononce tout d'abord comme parlementaire. Quand j'étais dans l'opposition, vous verrez, Madame la Présidente, que même dans l'opposition, j'ai déjà dit que l'attribution de temps, c'est nécessaire pour faire adopter des projets de loi. Je pense qu'il est vraiment temps que le Canada modernise ses règles pour permettre d'établir un calendrier pour le débat des projets de loi du gouvernement. Je serais réticent à imposer des limites en comité avant de revenir en troisième lecture, mais je pense que si on s'imposait des règles, on pourrait trouver des occasions de collaborer entre l'opposition et le gouvernement et vice-versa. Et je pense qu'il y a peut-être des choses à explorer ici. Au cours des 15 dernières années, j'ai siégé ici, peu importe si on est au gouvernement ou dans l'opposition, il peut être très difficile de faire adopter des mesures. Et je pense qu'on peut prendre l'exemple des projets de loi émanant de députés. On établit un calendrier pour les projets émanant de députés. Je pense que ça pourrait fonctionner pour les projets de loi du gouvernement aussi. L'honorable député de Cardston-Warner. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son discours aujourd'hui. Dans la partie 1 du projet de loi, il est question de modifier la loi sur les douanes pour que l'Agence des services frontaliers pour que les officiers, les agents aient accès à des installations qui entreposent des biens destinés à l'exportation, par exemple. Donc, les exportateurs devraient obtenir des installations et fournir l'accès à ces installations aux agents des services frontaliers. Mais est-ce que l'agence peut obliger les exportateurs d'avoir accès à des installations parce que l'agence doit avoir sous sa gouverne des agents formés pour faire ces inspections. Alors, et donc l'agence doit avoir les agents pour faire. Est-ce que l'agence est déjà outillée pour remplir ses obligations en vertu de la loi si elle était adoptée? L'honorable secrétaire parlementaire. Les agents sont très professionnels. Ils sont bien formés. Et c'est ce qu'on continuera de faire. Au point d'entrée et de sortie dans des installations portuaires, ces entités devront s'assurer d'avoir l'espace d'entreposage nécessaire et il faudra, nous, avoir les outils nécessaires pour pouvoir appliquer les lois adoptées ici à Ottawa et ainsi assurer la sécurité aux frontières. Questions ou commentaires? L'honorable député. Le secrétaire parlementaire, plutôt. Le secrétaire veut se poser une question? Yes. Yes. The honourable member for. L'honorable député. I think if you seek it, you... Je pense que si vous le demandez, vous verrez qu'il y a consentement unanime pour que
qu'il soit 17h30. L'honorable député, dispositif du consentement unanime. Oui, l'honorable secrétaire parlementaire. Bon, je ne sais pas si je deviens fou. C'est exactement ce que j'allais demander. Point of debate. Eh bien, ça relève du débat.